franchement, on a tous déjà ressenti cette sensation assez désagréable au quotidien. Ah oui, cette fameuse impression d'être sous l'eau. Ouais. Ou plutôt d'être face à une forêt qui brûle avec juste un tout petit seau d'eau entre les mains. C'est exactement ça. On court dans tous les sens, on jette quelques gouttes sur un buisson ici, quelques gouttes sur un arbre là-bas, et au final, Au final, on s'épuise complètement pendant que l'incendie continue de se propager. voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on plonge dans une pile vraiment fascinante de recherches sur la productivité, d'études sur la neurologie et d'analyses de penseurs comme George Anders. Oui, et le but de cette exploration, c'est d'aller beaucoup plus loin que les grands discours habituels qu'on entend partout. Exactement. Parce que bon, on a déjà exploré le piège de la dispersion, hein. On sait que le mythe du multitâche, c'est un mythe. Mécanique, la mécanique de précision. C'est-à-dire? Comment on isole concrètement ce tout premier domino sans se tromper de cible? Surtout quand absolument tout autour de nous semble hurler et exiger une attention immédiate. C'est le nœud du problème, en fait. C'est le pont entre la théorie qui est super séduisante et la pratique qui fait souvent mal. Ouais, la réalité du terrain, quoi. Et pour trouver cette cible, les sources qu'on examine partagent un postulat de départ assez contre-intuitif. Ah oui? Oui, elles disent que pour obtenir la bonne réponse dans la complexité de nos vies, il faut d'abord admettre qu'on passe le plus clair de notre temps à poser de mauvaises questions. Des mauvaises questions, donc on part avec un handicap dès le départ. C'est ça. Les réponses, elles tombent pas du ciel par magie. Elles sont le produit direct des questions qu'on formule. C'est presque mathématique, tu vois. Mhm. La qualité d'une trajectoire dépend de la justesse de la boussole interne qui la guide. Donc, si on a l'impression de naviguer dans un brouillard total, c'est juste parce qu'on a mal paramétré le GPS avant même de démarrer la voiture. Exactement. Si on se pose des questions hyper floues du genre comment je peux faire tout ce qu'il y a sur ma liste aujourd'hui? Ce qu'on fait tous, hein. Bah oui. Mais logiquement, on obtient des journées chaotiques. Et le truc important, c'est qu'il faut déculpabiliser. Pourquoi? C'est quand même de notre faute si on s'organise mal, non? Pas tout à fait. Il y a une réalité profondément biologique derrière cette difficulté à cibler. Si on regarde la neurologie de la concentration, Oui. on réalise que l'attention, c'est pas un état par défaut chez l'humain. Ah bon? C'est pas naturel de se concentrer. Non, pas du tout. Les processus fondamentaux, comme la respiration, la digestion, les battements du cœur, ça c'est géré par le système nerveux autonome. On n'y pense même pas. Heureusement d'ailleurs, hein. Oui. Mais la concentration volontaire, elle siège principalement dans le cortex préfrontal. D'accord. Et cette zone-là du cerveau, elle est extrêmement gourmande en énergie. Elle n'a pas de mode pilote automatique. Elle exige un apport massif de glucose dans le sang pour maintenir son activité. Ah, je vois. C'est pour ça que, tu sais, après une heure de travail intense sur un dossier super complexe, on a physiquement faim. C'est exactement ça. Oui, on se sent complètement vidé alors qu'on l'a littéralement pas bougé de sa chaise de la matinée. Le cerveau a juste brûlé tout son carburant. Absolument. Le cortex préfrontal, il agit comme un goulot d'étranglement structurel. En fait, il est physiquement incapable de traiter deux flux d'informations complexes en même temps. Donc le cerveau ne fait jamais de vrais parallèles. Jamais pour des tâches cognitives lourdes. Quand on essaye de prêter attention à deux cibles en même temps, le cerveau fait du switch tasking. Il alterne frénétiquement entre l'une et l'autre. Et ça coûte très cher en énergie. Très cher. Et chaque bascule crée ce que les chercheurs appellent un résidu d'attention. Un résidu. Oui, une partie de ta bande passante cognitive reste bloquée sur la tâche précédente. Du coup, on perd en précision, on s'épuise beaucoup plus vite et le taux d'erreur grimpe en flèche. Tu sais, j'aime beaucoup l'analogie visuelle qu'on retrouve parfois pour comprendre ça. Laquelle? Quand on est stressé et dispersé, notre attention ressemble un peu à une lanterne de camping. Ah oui, je vois. Ça diffuse une petite lumière un peu faible dans toutes les directions. On perçoit vaguement les contours de la pièce, mais rien n'est vraiment net. Ouais, c'est très diffus. Alors que la véritable concentration, c'est un laser industriel. Ça demande énormément d'énergie à la source, mais le faisceau est capable de découper de l'acier. C'est une super métaphore. Et tenter de faire deux choses importantes en même temps, d'un point de vue neurologique, c'est comme essayer d'alimenter deux lasers avec une seule pile usagée. Et ça disjoncte. Voilà. Et ce qui est fou dans nos lectures, c'est de voir que ce problème ne date pas du tout de l'arrivée des smartphones ou des notifications. Loin de là, oui. L'une des sources cite un discours d'Andrew Carnegie qui date de 1885. 1885?
À Pittsburgh, c'est ça? C'est ça. À une époque où, franchement, la distraction maximale, c'était, je sais pas, un télégramme ou le bruit d'une calèche dans la rue. Ouais, on était loin de la notification push. Et pourtant, Carnegie expliquait déjà aux étudiants que la condition absolue pour un succès exceptionnel, c'était de canaliser toute son énergie sur une seule ligne d'effort. La dispersion, c'est un combat inhérent à la condition humaine. C'est rassurant quelque part, savoir qu'on galérait déjà à rester concentré bien avant l'invention d'Internet. Oui, ça déculpabilise un peu. Mais du coup, si notre équipement biologique nous interdit formellement d'allumer 2 fameux lasers cognitifs en même temps, la sélection de l'unique cible devient un enjeu de survie. Absolument vital, oui. Il nous faut un outil, une sorte d'ingénierie mentale précise pour pointer ce laser. On fait comment? Et c'est là qu'intervient le concept central, ce que les textes appellent la question déterminante. La question déterminante. Voilà. Et attention, c'est pas une vague philosophie de développement personnel de bas étage, c'est un filtre implacable. Vas-y, c'est quoi la formule exacte? Alors, la voici. Quelle est la chose essentielle que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile? Waouh! Faut vraiment qu'on prenne le temps de la décortiquer, celle-là, hein, parce que chaque mot a l'air d'avoir été pesé au trébuchet. Il n'y a pas un mot au hasard. Déjà le début. Quelle est la chose essentielle? C'est du singulier strict. Oui, c'est le tout premier niveau du filtre. On cherche pas un top 3 ou une petite liste de priorités sympa. Non, le mot chose au singulier, ça force le cerveau à abandonner l'illusion rassurante du choix multiple. On doit choisir. C'est presque violent pour l'ego. Un peu oui. Ensuite, l'ajout de que je peux faire est fondamental. Pourquoi je peux plutôt que je devrais? Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal et parfait, ni de ce qu'on aimerait faire si on avait le double du budget. Le je peux, ça ancre l'action dans la réalité immédiate. Avec les ressources qu'on a là, sous la main, à cet instant précis. Exactement. Et ça élimine direct la procrastination qui se justifie par un manque de moyens. Tu sais, le fameux « je ferai ça quand j'aurai le nouveau logiciel ». Ah ouais, l'excuse classique. C'est vrai que le « je devrais » porte souvent une énorme charge de culpabilité, alors que le « je peux », c'est une invitation au mouvement. Tout à fait. Et ensuite, on arrive à la charnière de la phrase, le pont logique. De telle sorte qu'en la faisant, Ce segment-là, c'est le critère de validation. Ça impose un vrai standard d'efficacité. Donc on fait pas juste un truc pour avoir le plaisir de rayer une ligne sur un carnet. Non, fini l'illusion d'avancer juste parce qu'on est occupé. Ce pont exige que l'action ait une répercussion mécanique et mesurable sur la suite. Un vrai lien de causalité. Ce qui nous amène à la toute dernière partie. Et franchement, c'est de loin la plus provocante. Tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. C'est là que ça bloque souvent, oui. Le mot inutile, il suscite une résistance immédiate chez moi. Accepter que régler un gros problème facilite les autres, d'accord, c'est l'effet de levier classique. Mhm. Mais imaginez qu'une seule action puisse rendre le reste littéralement inutile. Ça te paraît exagéré. Dans la vraie vie d'une entreprise ou d'un projet, les emails, la compta, les petites urgences, ça s'évapore pas par magie parce qu'on a accompli une grande tâche. Je comprends ta résistance, elle est super logique. Parce qu'on est éduqué depuis toujours à traiter des symptômes plutôt que des systèmes entiers. C'est-à-dire, Faisons un pas de côté. Prenons un exemple concret. Imagine une chaîne d'approvisionnement dans une grosse boîte de e-commerce. ok, je visualise. Des dizaines de colis s'accumulent tous les jours à un point de contrôle. Ça crée des retards massifs, les clients sont furieux et les équipes du service client font des heures sup pas possibles pour répondre aux plaintes. Le cauchemar logistique classique. Voilà. Si on se concentre sur les symptômes, notre journée est remplie de dizaines de tâches. Faut recruter plus d'opérateurs pour le téléphone. Faut rédiger des modèles de mails d'excuses. Faut réorganiser l'entrepôt, prévoir des réunions de crise. Bref, on s'agite. Ouais, on écope avec le fameux seau d'eau. Exactement. Mais si on applique la question déterminante, on cherche le dysfonctionnement initial et on découvre que, peut-être, c'est juste un simple bug logiciel dans la gestion des stocks qui empêche les étiquettes de s'imprimer avec le bon code barre. Ah d'accord, le tout petit domino de départ. Et si on corrige ce bug précis, la machine repart d'un coup. Et en corrigeant ce bug, on rend pas seulement le travail du service client plus simple. Non. En Ah bon, corrigeant ce bug, on rend pas seulement le travail du service client plus simple. Non. Les heures sup, les mails d'excuses, les réunions de crise, toutes ces tâches périphériques deviennent strictement inutiles. Elles ont littéralement plus lieu d'être. C'est ça, c'est les faits de hier. On arrête de gérer les conséquences en boucle pour abattre la cause racine. C'est une gymnastique mentale redoutable en fait. C'est arrêter de concevoir des meilleurs pansements
pour juste arrêter l'hémorragie. C'est une très belle façon de le formuler. Mais du coup, ça pose une question d'échelle très pragmatique. Si cette question, c'est un outil d'une telle puissance, on s'en sert pourquoi au juste? Comment ça? Est-ce qu'on l'utilise pour définir la trajectoire globale de toute une carrière, genre la grande vision sur 10 ans, ou est-ce qu'on l'applique pour organiser sa matinée de mardi prochain? La beauté de cette méthode, c'est que la réponse se trouve dans la dualité de la question. Elle s'applique à la fois au macro et au micro. D'accord. Commençons par le macro alors. L'image d'ensemble. Au niveau macro, la question se contracte un peu. Ça devient « quel est mon essentiel ?» sans aucune notion de délai immédiat. C'est philosophique presque. C'est la recherche de la dynamique fondamentale d'une vie ou d'une entreprise. Quelle est la valeur unique qu'on veut apporter? C'est vraiment le cap de la boussole. Sauf qu'une boussole, ça fait pas avancer le navire. Si le macro, c'est la destination lointaine, et le micro, c'est le coup de rame d'aujourd'hui. Il doit y avoir une architecture qui connecte les deux. Oui, il faut un lien. Je visualise ça un peu comme un iceberg, en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, nos actions physiques visibles, c'est juste la pointe émergée, non? L'iceberg, c'est une excellente métaphore structurelle. Ça illustre parfaitement cette mécanique. Comment ça se décompose alors? La masse colossale et invisible qui est profondément sous l'eau, c'est en but, le fameux macro. C'est lui qui donne toute la stabilité à l'édifice. D'accord. Et ce but dicte la forme de la strate intermédiaire, celle qui est juste sous la surface de l'eau. Et ça, c'est la priorité du moment. Ok, on remonte vers la surface. Et cette priorité, enfin, elle soutient la partie visible hors de l'eau, ta productivité quotidienne. Donc l'erreur classique qu'on fait tous, c'est de s'agiter frénétiquement sur la partie visible sans fondation. Exactement. On est hyper productif, on répond à 100 emails par jour, mais l'iceberg dérive complètement au gré des courants parce qu'il n'y a pas de but profond pour l'ancrer. C'est un peu ce que disait Peter Drucker, non? Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec une grande efficacité quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. Absolument. C'est tout à fait ça. Le but macro permet ensuite de descendre au niveau micro. Quel est l'essentiel pour moi maintenant? Sachant où l'iceberg doit aller, Voilà. Quel est le tout premier domino physique qu'il faut pousser aujourd'hui pour amorcer le mouvement vers ce but? sauf que, et là je me fais l'avocat du diable, le risque avec ce niveau de précision analytique, c'est la paralysie par l'analyse. Ah, la surcharge. Bah oui, si on se met à dégainer la question déterminante avant chaque petite décision du quotidien, la charge cognitive devient insoutenable. C'est clair. Imagine le matin. Quelle est la chose essentielle que je dois faire pour préparer mon café de telle sorte que le reste de mon petit déjeuner devienne inutile? Enfin, on frôle le ridicule là. Et surtout, on perd un temps fou. Non, mais t'as complètement raison, et c'est un écueil que les textes soulignent très clairement. Il s'agit surtout pas de transformer la vie en une équation mathématique permanente. Ouf, ça rassure. La méthode, elle s'applique aux domaines majeurs, aux piliers porteurs, les décisions stratégiques au travail, les finances, la santé, les relations clés. L'objectif, c'est pas la microgestion de chaque seconde de ta vie. Donc on l'utilise aux intersections importantes. C'est ça. Et d'ailleurs, grâce à la plasticité de notre cerveau, avec une pratique régulière sur ces grands enjeux, l'intuition finit par prendre le relais. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se poser la question formellement. Exactement. Le fait de chercher l'effet de levier devient un vrai réflexe cognitif. Une seconde nature sans avoir besoin d'un long processus d'analyse à chaque fois qu'un dossier arrive sur ton bureau. L'habitude automatise le tri, en fait. Mais pour en arriver là, pour créer ce réflexe au départ, les sources proposent une méthode pour bien formuler nos interrogations. Oui, C'est ce qu'on trouve sous le nom de matrice des grandes questions, c'est bien ça? tout à fait. C'est l'outil de calibrage par excellence. En gros, pour générer des résultats hors normes, une question doit cocher 2 cases simultanément. Elle doit être à la fois grande et spécifique. T'aurais un exemple? Prenons un classique dans le monde professionnel. Si un manager se demande « Comment puis-je augmenter les ventes ?» c'est une très mauvaise question. Parce qu'elle est trop vague. Elle est hyper vague, elle n'impose aucune contrainte de temps ni d'échelle. Bah oui, augmenter les ventes de 1% sur 10 ans, techniquement, ça répond à la question. Mais bon, ça pousse personne à l'innovation. Voilà, donc on essaye d'ajouter de la spécificité. On demande « Comment augmenter les ventes de 5% d'ici la fin du trimestre ?» Ok, là c'est beaucoup plus spécifique. Le cadre temporel est posé. C'est mieux, mais c'est toujours pas une grande question. Pourquoi? 5%, c'est déjà pas mal.
Parce qu'un objectif de 5%, ça peut très souvent être atteint en travaillant juste un tout petit peu plus dur avec les mêmes méthodes qu'avant. Un coup de pression sur l'équipe? Voilà, un appel de plus par jour, une petite heure supplémentaire le soir. Au final, ça mène à l'épuisement, pas à la réinvention. Ok, je vois. Il faut casser le modèle. C'est ça. Maintenant, croisons la grandeur et la spécificité. Demandons-nous plutôt comment doubler les ventes en 6 mois. Ah ouais, Voilà le genre de phrase qui donne des sueurs froides dans une salle de réunion. exactement. Et c'est exactement le but recherché. Le cerveau réalise immédiatement que travailler 2 fois plus d'heures, c'est physiquement impossible. La question force la destruction des anciens modèles. Il t'oblige à chercher des effets de levier radicaux, des partenariats inédits, une restructuration complète. C'est ça une grande question spécifique. C'est puissant. Et pour la rendre ultime, on lui applique notre fameux filtre S. Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour doubler ses ventes en 6 mois, de telle sorte que le reste devienne inutile? Le niveau de clarté que ça apporte, c'est vraiment fascinant. Ça évacue direct la majorité des réunions chronophages pour pointer une seule décision, souvent une décision difficile d'ailleurs, Très souvent, oui. mais parce qu'il y a un... Mais une fois qu'on a identifié cette tâche vitale, il y a un aspect purement logistique à régler. Lequel? Comment on la protège? Comment on la protège de l'assaut quotidien des urgences, des autres collègues, des mails, des réunions surprises? Et c'est là qu'intervient la notion de temps bloqué. C'est une règle de proportionnalité stricte. C'est-à-dire, Si la tâche que tu as identifiée possède un pouvoir de levier disproportionné sur tes résultats, il est impératif de lui allouer un temps disproportionnellement plus important dans ton agenda. on casse pas l'essentiel entre deux portes. Jamais. On ne le fait pas sur un coin de table. On barricade son agenda. On crée des blocs de temps massifs, sanctuarisés, uniquement dédiés à ce premier domino. Et ça demande une certaine brutalité avec son environnement, non? Savoir fermer la porte, couper carrément les communications Slack, les mails. C'est indispensable. Et c'est d'ailleurs là que ce concept de blocage de temps rentre en collision frontale avec notre culture du travail moderne, qui est héritée de la révolution industrielle. Oh que oui. Les sources mentionnent un ouvrage super intéressant du psychologue Robert Levin, A Geography of Time. Il propose une analyse culturelle passionnante sur notre rapport aux heures de la journée. Oui, Levin a observé les différentes cultures du temps à travers le monde. Et il met en lumière une distinction majeure qui s'applique parfaitement à ce qu'on dit. Vas-y. Il y a d'un côté ce qu'il appelle l'heure de l'horloge. Ça, c'est notre modèle dominant. Le rythme de travail est dicté par les aiguilles. L'objectif implicite, c'est juste de remplir le temps entre 9h et 17h. On pointe, virtuellement ou physiquement. Voilà. Et le travail s'étire, se dilue ou même se crée artificiellement pour remplir cette case temporelle. L'évaluation du salarié se fait souvent sur sa présence et son niveau d'agitation visible. On donne l'impression d'être très très occupé, ce qui dans beaucoup de boîtes est confondu avec le fait d'être important. Tragiquement, oui. Et en opposition totale à ce modèle de l'usine, Levin décrit ceux qui fonctionnent à l'heure de la tâche. L'heure de la tâche. C'est un changement de paradigme fondamental. Dans l'heure de la tâche, le temps est mesuré uniquement par l'accomplissement de la mission. Ok. Ceux qui intègrent la philosophie du premier domino se fixent un rendez-vous inaliénable avec leur tâche essentielle. Et une fois que ce domino singulier est tombé, que ce soit à 18h, à 14h ou même à 11h du matin, L'essentiel est accompli. c'est ça. L'unité de mesure devient le résultat brut, plus du tout la durée d'assise sur une chaise de bureau. La baisse de charge mentale que ça doit générer, ça doit être immense. Ah, c'est une libération. Si en début d'après-midi, la seule action capable de rendre les autres inutiles est achevée, la dynamique de toute ta journée change du tout au tout. On subit plus le temps. Exactement. On peut traiter quelques emails administratifs, lire des trucs ou simplement se reposer avec une vraie légèreté d'esprit parce que la victoire stratégique est déjà sécurisée dans la boîte. La différence entre l'agitation frénétique et la vraie performance, elle crève les yeux ici. C'est vraiment l'idée synthétisée par le journaliste George Anders qu'on a vu dans les recherches. Oui, il explique super bien que la vraie marque des esprits exceptionnellement productifs, c'est pas du tout leur capacité à faire plus de choses que les autres. C'est quoi alors? C'est leur capacité inouïe à dégager le superflu. C'est une démarche d'une simplicité désarmante sur le papier, mais elle demande un courage immense dans l'exécution quotidienne. Le courage de dégager le superflu, ouais. Dire un grand oui à la chose essentielle, ça implique de dire un non ferme à 100 autres bonnes idées. Faut accepter de décevoir un peu. Ça demande d'accepter l'inconfort de laisser certaines petites flammes brûler sur les bords de la forêt, en sachant pertinemment que c'est le prix à payer pour creuser la tranchée géante qui sauvera le cœur du bois. C'est le refus assumé du mythe du multitâche au profit de la clarté tranchante et unique du laser dont tu parlais.
Ce qui nous amène d'ailleurs à une réflexion finale assez inattendue, je trouve. Laquelle? Si on parvient réellement à appliquer cette mécanique, si on se lève demain matin, qu'on isole notre domino essentiel et qu'on l'abat avant midi, Ouais. on se retrouve face à un vide très étrange l'après-midi, dans une société qui associe la valeur humaine d'une personne à son niveau d'épuisement, à sa vitesse de réponse aux emails sur son téléphone. C'est très vrai. Ne plus avoir l'air débordé, ça peut déclencher une véritable crise d'identité. Si on n'est plus la personne stressée qui court partout pour éteindre des feux dans l'open space, on devient qui? C'est une excellente question. Il faut peut-être autant de courage pour supporter l'inconfort d'être serein et efficace que pour identifier sa priorité le matin. C'est une perspective sur laquelle on va méditer aujourd'hui. Absolument. À la prochaine, pour une nouvelle plongée dans les idées qui transforment notre compréhension du monde.